Donald Trump a donc lancé une opération militaire d'ampleur contre le Venezuela, aboutissant à la capture de Nicolás Maduro. Contrairement à ce que certains auraient pu imaginer, cette intervention n'a pas été présentée par son initiateur comme une action destinée à restaurer la démocratie ou à défendre des principes institutionnels. D'ailleurs, la question démocratique était restée largement absente des prises de parole officielles. En revanche, un thème est revenu de manière insistante dans le discours de Donald Trump: le pétrole. Un mot qu'il a répété à de très nombreuses reprises, près d'une vingtaine de fois, lors de sa conférence de presse tenue ce week-end. C'est précisément cet élément central que nous allons analyser en détail avant d'élargir notre regard à l'ensemble de l'actualité liée au Venezuela et aux répercussions internationales de cette intervention. Pour bien comprendre les enjeux, il est essentiel de revenir brièvement sur le contexte. Dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis ont mené une opération militaire sans précédent à Caracas, la capitale vénézuélienne. Cette action a conduit à l'arrestation de Nicolás Maduro, dirigeant du pays depuis plusieurs années et dont la réélection est contestée sur la scène internationale en raison d'accusations récurrentes de fraudes électorales. Nicolás Maduro et son épouse ont été transférés aux États-Unis et devaient comparaître dès ce lundi devant un tribunal à New York, une première dans ce dossier. Selon les déclarations de Donald Trump, aucun soldat américain n'aurait perdu la vie au cours de cette opération. Les autorités vénézuéliennes, de leur côté, affirment que des civils ont été blessés et tués, sans toutefois fournir de bilan précis. Ce lundi, le gouvernement cubain, allié historique de Caracas, a indiqué que 32 soldats cubains présents au Venezuela dans le cadre d'une mission officielle auraient trouvé la mort lors des affrontements. Plus largement, plusieurs témoignages évoquent des pertes humaines se chiffrant en dizaines, bien que les chiffres exacts restent difficiles à vérifier à ce stade. Sur le plan international, les réactions ont été nombreuses et contrastées. Si certains acteurs politiques ont salué la chute de Nicolás Maduro, la très grande majorité des spécialistes du droit international s'accordent pour considérer que cette intervention constitue une violation claire des règles internationales. L'ONG Amnesty International a notamment condamné l'attaque américaine, estimant qu'elle soulève de graves inquiétudes quant au respect des droits humains de la population vénézuélienne, déjà fragilisée par des années de crise économique et sociale. Au Venezuela même, la situation est restée profondément divisée. Dans certaines villes, et notamment sur les réseaux sociaux au sein de la diaspora vénézuélienne, des scènes de liesse ont été observées parmi ceux qui réclamaient depuis longtemps le départ de Nicolás Maduro. À l'inverse, des manifestations de soutien au régime ont également eu lieu, en particulier à Caracas, organisées par les structures proches du pouvoir en place. Cette polarisation reflète les fractures profondes qui traversent la société vénézuélienne depuis de nombreuses années. Les États-Unis avancent donc plusieurs arguments pour justifier cette intervention. Tout d'abord, comme de nombreux pays, ils refusent de reconnaître la légitimité de la réélection de Nicolás Maduro, en raison des soupçons de fraude électorale. Washington accuse également le dirigeant vénézuélien d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de drogue, dont une partie des cargaisons serait destinée au marché américain. Toutefois, de nombreux experts rappellent que le Venezuela n'est pas le principal pays de transit de drogue vers les États-Unis, certains États comme le Mexique jouant un rôle bien plus central dans ces flux. Mais au-delà de ces arguments officiels, un élément apparaît désormais comme central et assumé: la question du pétrole. Le Venezuela dispose en effet de l'une des plus importantes réserves pétrolières au monde, un potentiel économique considérable, capable de générer des profits massifs. Pourtant, la production pétrolière du pays s'est effondrée au cours des dernières années. Cette chute s'explique par plusieurs facteurs combinés: des sanctions économiques imposées de longue date par les États-Unis, une gestion défaillante du secteur énergétique, ainsi qu'un niveau élevé de corruption ayant entraîné un manque chronique d'investissement. Donald Trump a clairement affiché sa volonté de relancer l'exploitation pétrolière vénézuélienne en affirmant que les États-Unis devaient en tirer un bénéfice direct. Un élément de son discours mérite toutefois une attention particulière. Il a déclaré vouloir, je cite, récupérer le pétrole volé aux États-Unis. Pour comprendre cette affirmation, il faut revenir sur l'histoire des relations énergétiques entre les deux pays.
Pendant plusieurs décennies, des entreprises américaines ont extrait et raffiné du pétrole vénézuélien avec l'accord des autorités locales. En contrepartie, le Venezuela percevait des revenus importants sous forme de taxes, de redevances et de droits d'exploitation, constituant une source majeure de financement pour l'État. C'est donc dans cette relation historique, profondément marquée par les enjeux énergétiques, que s'inscrit aujourd'hui l'intervention américaine. Une intervention qui, au-delà des discours officiels, met en lumière le rôle central du pétrole dans les équilibres géopolitiques et dans les décisions prises au plus haut niveau de l'État américain. À partir des années 1970 et plus, encore à partir de 2007, les gouvernements vénézuéliens ont engagé un tournant majeur dans leur politique énergétique en décidant de nationaliser progressivement l'industrie pétrolière. L'objectif affiché était clair: reprendre le contrôle d'un secteur stratégique et éviter qu'une part jugée excessive des richesses nationales ne profite à des acteurs étrangers. Concrètement, cela a profondément modifié la répartition des revenus issus du pétrole. Ceux-ci ne sont alors plus destinés en priorité aux grandes compagnies internationales, mais directement à l'État vénézuélien. Cette décision a entraîné le départ de plusieurs groupes pétroliers américains présents de longue date dans le pays, parmi lesquels ExxonMobil. Ces entreprises ont ensuite engagé des procédures pour réclamer des indemnités, estimant avoir réalisé des investissements importants qui auraient été remis en cause par les nationalisations. C'est précisément sur cette séquence historique que les États-Unis fondent aujourd'hui, leur discours évoquant un pétrole prétendument volé. Toutefois, sur le plan juridique, cette interprétation ne repose sur aucune base solide. La nationalisation d'une industrie stratégique relève de la souveraineté d'un État et rien n'indique que les ressources pétrolières vénézuéliennes devraient appartenir aux États-Unis. Cette notion de pétrole volé apparaît donc avant tout comme un élément de communication politique et de rhétorique, destiné à appuyer une intervention qui ne bénéficie pas d'un fondement légal reconnu au niveau international. Dans les faits, pour relancer l'exploitation du pétrole vénézuélien, les États-Unis auraient théoriquement besoin d'un accord formel avec les autorités en place à Caracas. C'est dans ce cadre que des discussions semblent avoir été engagées avec Delcy Rodriguez, la vice-présidente, qui a pris la tête du pays après la capture de Nicolás Maduro. Ces échanges s'inscrivent just toutefois dans un climat de forte pression. Donald Trump a clairement laissé entendre que l'absence de coopération entraînerait des conséquences sévères pour la nouvelle dirigeante. Au-delà des aspects politiques, l'enjeu est aussi économique et technique. Relancer la production pétrolière vénézuélienne nécessiterait des investissements colossaux, estimés à plusieurs milliards de dollars. Les infrastructures sont vieillissantes, les capacités de raffinage limitées et les années de sous-investissement ont lourdement affaibli le secteur. Cette réalité alimente une incertitude importante quant à la faisabilité et au délai d'un redémarrage à grande échelle. Par ailleurs, le pétrole n'est pas la seule ressource stratégique susceptible d'attirer l'attention de Washington. Le Venezuela dispose également de réserves d'or significatives, un autre élément qui renforce l'intérêt économique porté au pays. Là encore, il s'agit de ressources considérées comme essentielles dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques croissantes. Plus largement, cette intervention est analysée par de nombreux observateurs comme l'illustration d'une nouvelle orientation de la politique étrangère américaine sous Donald Trump. Une approche caractérisée par la volonté d'assurer un accès direct à des ressources jugées stratégiques, y compris par des moyens de pression très affirmés. Ces dernières semaines, le président américain a par exemple signé un accord avec l'Ukraine garantissant un soutien militaire et financier en échange d'un accès privilégié à certaines terres rares, des matériaux essentiels à la production de nombreuses technologies modernes. Cette logique s'étend également à d'autres territoires. Donald Trump a récemment déclaré que les États-Unis avaient besoin du Groenland, un territoire autonome rattaché au Danemark, affirmant même qu'il comptait s'en occuper dans un délai de quelques mois. Ces déclarations ont suscité une réaction immédiate de la première ministre danoise, qui a appelé Washington à cesser ce qu'elle a qualifié de menace. Dans ce contexte, les pressions exercées sur le Venezuela s'inscrivent dans une dynamique plus large. Donald Trump a également adressé des menaces explicites à Delcy Rodriguez, déclarant que, si elle ne coopérait pas,
elle en subirait de lourdes conséquences, potentiellement plus sévères encore que celles infligées à Nicolás Maduro. Ce dernier, rappelons-le, comparaît actuellement devant la justice américaine, notamment pour des accusations liées au trafic de drogue. L'ensemble de ces éléments dessine un paysage géopolitique particulièrement tendu, dans lequel les ressources naturelles occupent une place centrale et où les rapports de force semblent primer sur les cadres juridiques et diplomatiques traditionnels. Nous sommes donc face à une situation d'une importance majeure, aux conséquences multiples, tant sur le plan géopolitique qu'économique et humanitaire. Les événements en cours au Venezuela s'inscrivent dans une dynamique internationale complexe, marquée par des rapports de force assumés et par une remise en question profonde des équilibres établis. Il s'agit d'un dossier que nous continuerons à analyser avec attention dans les prochains jours, tant les évolutions sont rapides et les implications nombreuses. Mais au-delà de cette crise internationale, l'actualité récente a également été marquée par plusieurs événements majeurs en Europe et au Moyen-Orient qui méritent une attention particulière. En Suisse tout d'abord, les autorités ont annoncé que les 40 personnes décédées lors de l'incendie survenu à Crans-Montana ont désormais toutes été formellement identifiées et que leurs familles ont été informées. L'annonce a été faite ce dimanche soir par la police du canton du Valais. Pour rappel, le drame s'est produit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en pleine célébration du Nouvel An, dans un établissement nommé le Constellation. L'incendie a coûté la vie à 40 personnes et fait de nombreux blessés. Le bilan humain est particulièrement lourd. Parmi les victimes figurent 21 ressortissants suisses, 9 Français, 6 Italiens, ainsi qu'une personne de nationalité belge, portugaise, roumaine et turque. Un élément particulièrement marquant de ce drame est le fait que 20 des personnes décédées étaient mineures. Du côté des blessés, les autorités ont indiqué que 21 sont de nationalité française. Une enquête judiciaire a été ouverte visant les gérants du bar, de nationalité française, pour des faits d'homicide involontaire, de lésions corporelles et d'incendie par négligence. Selon les premiers éléments communiqués par la procureure générale du canton du Valais, le feu aurait été provoqué par des bougies posées sur des bouteilles de champagne, installées trop près du plafond. Les enquêteurs examinent également d'autres facteurs aggravants, notamment l'accessibilité du sous-sol et la nature de la mousse isolante du plafond, qui aurait favorisé une propagation extrêmement rapide des flammes. Une journée de deuil national est prévue en Suisse le 9 janvier afin de rendre hommage aux victimes. Autre sujet majeur de l'actualité, cette fois en France, les médecins libéraux ont entamé ce lundi un mouvement de grève prévu pour une durée de 10 jours. Cette mobilisation vise à protester contre plusieurs mesures contenues dans le projet de budget de la sécurité sociale pour 2026. Les professionnels de santé dénoncent notamment un budget qu'ils jugent insuffisant, un renforcement du contrôle des arrêts de travail ainsi qu'une baisse des tarifs de certains actes médicaux. Ce mouvement, soutenu par plusieurs organisations professionnelles ainsi que par des syndicats d'étudiants et de jeunes médecins, devrait entraîner la fermeture de nombreux cabinets et l'annulation d'opérations programmées. Les patients déjà hospitalisés continueront à être pris en charge, mais les nouvelles admissions, hors urgence vitale, pourraient être orientées vers l'hôpital public. Une situation qui suscite des inquiétudes, alors que ces établissements sont déjà sous forte pression en raison des épidémies hivernales. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a assuré que des dispositifs de permanence des soins ont été mis en place. Elle n'a pas exclu le recours à des réquisitions si la situation l'exige, ce qui pourrait contraindre certains médecins à assurer des soins ou des examens malgré leur participation au mouvement. Selon les chiffres communiqués, 85% des adhérents de la Confédération des syndicats médicaux français envisagent de faire grève. Et plus de 14 500 médecins de ville se sont déjà déclarés grévistes via une plateforme dédiée. Une manifestation est par ailleurs prévue à Paris le 10 janvier. Enfin, sur le plan international, la France et le Royaume-Uni ont mené ce samedi une opération militaire conjointe en Syrie. Les deux pays ont ciblé un site souterrain soupçonné d'être utilisé par le groupe État islamique. L'information a été confirmée par le ministère britannique de la Défense. Cette frappe s'inscrit dans le cadre des opérations visant à lutter contre la résurgence de cellules djihadistes dans la région,
alors que les autorités occidentales restent vigilantes face aux risques sécuritaires persistants au Moyen-Orient. L'ensemble de ces événements illustre une actualité particulièrement dense, marquée à la fois par des crises humanitaires, des tensions sociales et des enjeux géopolitiques majeurs, dont les effets continueront de se faire sentir dans les semaines à venir. Concernant l'opération militaire menée en Syrie, les autorités ont précisé qu'aucun décès n'a été signalé à ce stade. La frappe aérienne a été menée dans une zone montagneuse située au nord de l'ancienne cité de Palmyre, au centre du pays. L'installation visée aurait été utilisée comme site de stockage d'armes et d'explosifs par des combattants du groupe État islamique. Selon le ministère britannique de la Défense, une évaluation est toujours en cours, mais les premières analyses confirment que l'objectif a été atteint avec succès. Pour replacer cette frappe dans son contexte, il faut rappeler que lors de la guerre en Syrie, déclenchée en 2011, l'organisation État islamique avait pris le contrôle de vastes territoires, dont la ville de Palmyre, avant d'être officiellement vaincue en 2019. Malgré cette défaite territoriale, des Chazedwan, cellules du groupe restent actives, notamment dans les zones désertiques du pays. Fin décembre, les États-Unis avaient déjà mené des frappes ciblées contre des bastions de l'organisation, causant la mort d'au moins 5 combattants selon une organisation non gouvernementale. Ces opérations témoignent de la persistance de la menace et de la vigilance maintenue par les forces occidentales dans la région. Autre dossier important de l'actualité, cette fois sur le plan économique et agricole. Le gouvernement français a annoncé son intention de suspendre les importations de certains produits en provenance d'Amérique du Sud lorsqu'ils contiennent des substances interdites au sein de l'Union européenne. Cette mesure concerne notamment des fruits tels que les avocats, les mangues, les goyaves, les agrumes, les raisins ou encore les pommes. En cause, la présence d'herbicides et de fongicides utilisés pour protéger les cultures contre les maladies et les mauvaises herbes, mais interdits en Europe en raison des risques qu'ils présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le monde agricole français. Depuis plusieurs mois, de nombreux agriculteurs se mobilisent contre la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, en Amérique du Sud, un accord dont la conclusion est prévue le 12 janvier. Ils dénoncent une concurrence jugée déloyale, estimant que les normes sanitaires et environnementales imposées aux producteurs européens ne sont pas appliquées de la même manière aux produits importés. Pour que cette suspension des importations entre effectivement en vigueur, la France doit toutefois obtenir l'accord de la Commission européenne, l'une des principales institutions de l'Union, dans un délai d'environ 10 jours. Sur le plan judiciaire, 10 personnes ont été condamnées ce lundi à des peines allant de 4 à 8 mois de prison avec sursis et jusqu'à 6 mois de prison ferme pour des faits de cyberharcèlement visant Brigitte Macron, l'épouse du président de la République. Les condamnés, 8 hommes et 2 femmes, avaient relayé sur les réseaux sociaux des rumeurs, affirmant notamment que Brigitte Macron serait une femme transgenre et l'accusant de faits criminels graves. Le président du tribunal, Thierry Donard, a justifié ces condamnations en évoquant, je cite, « une volonté de nuire à la plaignante dans des termes malveillants, dégradants et insultants ». Par ailleurs, une autre procédure judiciaire est en cours aux États-Unis, à la suite de la publication d'une série de vidéos intitulée « Becoming Brigitte », diffusée par l'influenceuse Candace Owens. Cette affaire illustre l'ampleur internationale prise par cette campagne de désinformation et les réponses judiciaires qu'elle suscite. Enfin, l'actualité culturelle a été marquée par la consécration de l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, sacré meilleur acteur lors de la cérémonie des Critics' Choice Awards ce dimanche soir. Il a été récompensé pour sa performance dans le film Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie, dans lequel il incarne un champion de tennis de table des années 1950. Parmi les autres nommés figurait notamment Leonardo DiCaprio, pour son rôle dans le film Une bataille après l'autre. Ce dernier long métrage a d'ailleurs remporté plusieurs distinctions majeures, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. La récompense obtenue par Timothée Chalamet revêt une importance particulière car les Critics' Choice Awards, décernés par la critique spécialisée, marquent traditionnellement le lancement de la saison des récompenses à Hollywood.
Ils sont souvent considérés comme un indicateur des tendances qui pourraient se confirmer lors de la cérémonie des Oscars, prévue le 15 mars prochain. Les nominations officielles pour cette dernière ne sont pas encore connues et seront annoncées le 22 janvier. Ainsi se dessine une actualité riche et variée, mêlant enjeux sécuritaires internationaux, débats économiques et agricoles, décisions judiciaires et temps forts culturels. Autant de sujets qui continueront de nourrir l'actualité dans les semaines à venir.